Bienvenue dans Jardin Malin, le podcast qui répond à toutes vos questions de jardinage. Que vous soyez novice ou expert, on vous guide avec des conseils clairs, des astuces simples et des pas à pas détaillés. Avec Jardin Malin, votre jardin aura plus de secrets pour vous. Salut tout le monde! Mars est arrivé. Et vous savez ce que ça veut dire. Ah oui. Il est temps de préparer nos jardins pour le printemps. On a beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui, de la taille à la plantation, en passant par le calendrier lunaire. Absolument. Mars est un mois crucial pour les jardiniers. C'est le moment de donner à nos plantes le meilleur départ possible pour la saison. On va commencer par la taille. J'avoue que je me suis jamais senti très à l'aise avec la taille des arbustes fruitiers. Par où on commence? Eh bien, en mars, les cassissiers et les groseilliers sont en haut de la liste. D'accord. Ce sont des arbustes qui peuvent être très productifs, mais pour obtenir une bonne récolte, il faut les tailler correctement. D'accord, alors disons que j'ai un cassissier devant moi, que dois-je faire? L'idée avec les cassissiers, c'est d'encourager la nouvelle croissance. Oui. Pour avoir des fruits plus gros et plus juteux, il faut donc couper les vieilles branches, celles qui ont plus de 3 ans à la base. C'est un peu comme donner un coup de jeune à l'arbuste. Exactement, cela permet aux jeunes pousses de se développer Oui. et de profiter pleinement de la lumière du soleil et des nutriments du sol. Donc on coupe les vieilles branches et on laisse les jeunes se débrouiller, et pour les groseilliers, c'est la même chose. Pas tout à fait. Pour les groseilliers, on vise une forme plus ouverte, un peu comme un gobelet. D'accord. On taille les branches qui se croisent ou qui poussent vers l'intérieur pour que l'air puisse circuler librement et que le soleil atteigne tous les fruits. Ah oui, je comprends, comme ça les fruits mûrissent uniformément. Et on évite les maladies. Est-ce qu'on peut parler des outils? C'est important de désinfecter entre chaque plante. Absolument, on ne veut surtout pas propager des maladies d'un arbuste à l'autre. Non. Un petit coup d'alcool, la friction sur les lames et le tour est joué. Parfait, j'ai l'impression qu'on a déjà bien avancé sur la taille. Passons maintenant aux associations de plantes, une technique qui me fascine. Ah oui, les associations de plantes, c'est un domaine passionnant. L'idée, c'est de planter certaines espèces ensemble pour qu'elles se rendent mutuellement service. C'est un peu comme créer une petite communauté de plantes qui s'entraident. Exactement. Certaines plantes attirent des insectes bénéfiques qui vont protéger les autres des ravageurs. D'accord. D'autres enrichissent le sol en nutriments. Par exemple. Prenons les soucis et les capucines, ces fleurs colorées attirent les coccinelles et les chrysopes qui sont de redoutables prédateurs de pucerons. Ah oui. En les plantant près de vos légumes, vous créez un véritable bouclier naturel contre les insectes nuisibles. C'est génial, c'est une alternative écologique aux pesticides. Tout à fait. Et puis, il y a les légumineuses, comme les haricots, et les pois, elles ont la capacité de fixer l'azote de l'air dans le sol, ce qui est très bénéfique pour les plantes voisines. Donc, en plantant des haricots près de mes tomates, je leur donne un petit coup de pouce nutritif. C'est malin. Exactement. C'est ce qu'on appelle le compagnonnage. D'accord. Et il y a des tas d'associations possibles, chacune avec ses avantages. Je me demande si on ne pourrait pas faire un podcast entier sur le compagnonnage. Ce serait une excellente idée, il y a tellement à dire sur le sujet. On garde ça en tête en attendant. Je pense qu'il est temps d'aborder un sujet qui intrigue beaucoup de jardiniers, le jardinage lunaire. Ah oui, le jardinage lunaire, c'est une pratique ancienne qui consiste à synchroniser ses activités de jardinage avec les cycles de la Lune. Certains jardiniers ne jurent que par ça. Ils disent que la Lune a une influence sur la croissance des plantes, tout comme elle influence les marées. C'est une idée fascinante. Il est vrai que la Lune exerce une force gravitationnelle sur la Terre. Oui. Et cette force pourrait avoir un impact sur la circulation de la sève dans les plantes. Donc si je comprends bien, il y aurait des moments plus propices que d'autres pour semer, planter ou récolter en fonction de la phase de la Lune. C'est l'idée générale du jardinage lunaire. Par exemple, la lune croissante, c'est-à-dire la période entre la nouvelle lune et la pleine lune, serait favorable aux semis et aux plantations. La sève monte dans les plantes, ce qui favoriserait la germination et la croissance des parties aériennes. Et la lune décroissante, c'est l'inverse. Oui, la lune décroissante entre la pleine lune et la nouvelle lune serait plus propice aux travaux liés aux racines, comme le repiquage, le binage ou la récolte des légumes racines. La sève descend alors dans les plantes, ce qui favoriserait le développement des racines. C'est assez complexe à suivre tout ça. Y a-t-il des conseils simples à retenir pour le mois de mars? Bien sûr, en mars, la lune est généralement croissante, donc c'est une période propice aux semis et aux plantations en général. C'est le moment idéal pour commencer vos tomates, vos poivrons, vos aubergines et vos piments sous abri. Et pour les semis en pleine terre? Pour les légumes résistants au froid, comme les carottes, les radis, les épinards et les pois, vous pouvez semer directement en place dès maintenant. Il faut quand même choisir un endroit ensoleillé et bien préparer le sol avant de semer. Absolument. Un sol bien préparé, c'est la base d'un jardin réussi.
Il faut le bêcher en profondeur pour l'aérer, enlever les cailloux et les mauvaises herbes et ajouter du compost pour l'enrichir. Tout un programme. Mais je suis sûr que ça vaut le coup. Un bon départ, c'est la clé d'une belle récolte. Exactement. Et n'oubliez pas de protéger vos jeunes plants des gelées tardives qui peuvent encore survenir en mars. Un simple voile d'hivernage peut faire des miracles. Je dirais qu'on a couvert beaucoup de terrain en peu de temps. J'ai l'impression d'avoir appris une tonne de choses. Le jardinage est une source inépuisable de connaissances et de découvertes, et ce n'est que le début de notre exploration. Vous savez, en parlant d'association de plantes, il y a une idée reçue que j'aimerais démystifier. On entend souvent dire que la menthe éloigne les insectes nuisibles des choux. C'est vrai, ma grand-mère plantait toujours de la menthe près de ses choux. Est-ce que c'est vraiment efficace? Malheureusement, c'est un mythe tenace. La menthe a une odeur forte. Oui. C'est indéniable, mais cela ne suffit pas à dissuader les insectes qui s'attaquent aux choux. Alors, planter de la menthe à côté de mes choux ne servira à rien. Disons que ce n'est pas la solution miracle. Il existe d'autres plantes bien plus efficaces pour protéger les choux des ravageurs, comme la Tanésie officinale ou encore l'absinthe. Intéressant, je note ces noms, mais alors à quoi sert la menthe au potager? La menthe est une plante aromatique délicieuse et qui peut être utilisée en cuisine pour parfumer les salades, les desserts ou les infusions. Elle a aussi des propriétés médicinales et peut aider à soulager les troubles digestifs. Donc la menthe a sa place au potager, mais pas forcément à côté des choux. On retient en parlant de potager. J'aimerais bien explorer des légumes un peu plus originaux. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ah, vous cherchez à sortir des sentiers battus. J'aime ça. Avez-vous déjà entendu parler des pois asperges, des dolichasperges ou encore de l'amarante? Les pois asperges, ça me dit vaguement quelque chose, on mange de la gousse entière. C'est ça. Exactement. C'est une variété de pois dont on consomme les gousses avant qu'elles ne soient complètement développées. Elles ont une saveur douce et croquante qui rappelle un peu l'asperge, d'où leur nom. Et comment les cultive-t-on? Les pois asperges se sèment en pleine terre en avril. Après les dernières gelées, ils ont besoin d'un sol riche et bien drainé et d'un emplacement ensoleillé. On peut les tutorer pour faciliter la récolte. Et les dolichasperges, c'est la même chose? Pas tout à fait. Les dolichasperges sont des haricots grimpants dont on consomme les jeunes gousses. Elles ont une saveur plus prononcée que les pois asperges un peu sucrés et noisetés. Donc il faut prévoir des tuteurs pour les faire grimper? Oui, absolument. Les dolichasperges peuvent atteindre 2 à 3 mètres de hauteur. On peut les palisser sur un grillage, une pergola ou même un tipi de banche. Tiens, ça donne envie d'essayer. Et l'amarante, c'est quoi exactement? L'amarante est une plante ancienne originaire d'Amérique du Sud. On consomme ses feuilles comme des épinards et ses graines comme du quinoa. C'est une plante multi-usage. Et elle est facile à cultiver. Oui, l'amarante est une plante très résistante à la sécheresse et aux maladies. Elle se sème en pleine terre en avril ou mai et se récolte tout l'été. Idéal, je me procurer des graines de ces légumes insolites. Merci pour toutes ces idées originales, en parlant d'originalité. Je me suis toujours demandé comment créer un jardin de Hobbit, ces petits paradis verdoyants inspirés de l'univers de Tolkien. Ah, les jardins d'Hobbit, ce sont des jardins miniatures qui recréent l'atmosphère enchantée de la comté des Hobbits. Mais comment on crée un jardin de Hobbit chez soi? Quels sont les éléments essentiels? Tout d'abord, il faut choisir un emplacement à l'abri du vent et du soleil direct, comme le pied d'un arbre ou le long d'un mur, un endroit secret et paisible comme une cachette de Hobbit. Exactement. Ensuite, comment on procède? En utilisant des pierres du bois ou de la terre, on peut construire une petite colline, creuser un mini-étang ou aménager des sentiers sinueux. On dirait qu'on joue aux architectes paysagistes. Oui, il faut laisser libre cours à son imagination et créer un univers miniature qui invite à la rêverie. Et pour les plantes, on choisit des variétés qui rappellent la flore de la comté. Oui, on privilégie les plantes basses et couvre-sols comme les mousses, les fougères, les bruyères et les plantes aromatiques. On peut aussi planter quelques arbres nains comme des pommiers ou des poiriers en espalier. Et bien sûr, on n'oublie pas les fleurs sauvages pour donner un côté champêtre au jardin. Absolument, les pâquerettes, les coquelicots, les bleuets et les marguerites sont parfaits pour un jardin d'Hobbit. J'imagine des petites lanternes en fer forgé le long des sentiers, une mini maison d'Hobbit en rondin de bois. Exactement. On peut vraiment s'amuser avec la décoration. L'important est de créer un espace qui nous transporte dans un monde de magie et de poésie. C'est ça la magie du jardinage. On peut passer des heures à rêver et à créer notre propre petit univers. En parlant de création, j'aimerais qu'on aborde un sujet essentiel pour le jardinier, la rotation des cultures. Ah oui, la rotation des cultures, c'est une technique fondamentale pour maintenir la fertilité du sol et prévenir l'apparition de maladies et de ravageurs. Pouvez-vous m'expliquer comment ça fonctionne? Le principe est simple, on évite de cultiver la même espèce de plante au même endroit plusieurs années de suite. Chaque plante a des besoins nutritionnels différents et peut épuiser le sol en certains éléments nutritifs de plus. Certaines plantes attirent des maladies ou des ravageurs spécifiques
En alternant les cultures, on évite ces problèmes. Donc si je comprends bien, il faut diviser son potager en plusieurs parcelles et faire tourner les cultures chaque année. Exactement, il existe des plans de rotation tout prêts qu'on peut trouver dans les livres ou sur Internet. Y a-t-il des règles à respecter pour bien faire tourner les cultures? Oui, il est important de regrouper les plantes par famille botanique et de respecter un certain ordre de rotation. Par exemple, on ne plante pas de tomates après des pommes de terre car elles appartiennent à la même famille et sont sensibles aux mêmes maladies. D'accord. Jean, nous en note combien de parcelles faut-il prévoir pour une bonne rotation? Idéalement, il faut prévoir 4 parcelles, mais on peut aussi se contenter de 3 si on a un petit potager. Et comment organiser la rotation sur 4 parcelles? On peut commencer par une parcelle dédiée aux légumes, fruits, tomates, poivrons, aubergines, puis une parcelle pour les légumes racines, carottes, radis, betteraves, une parcelle pour les légumes feuilles, salades, épinards, choux, et enfin une parcelle pour les légumineuses, haricots, pois fèves. Et on fait tourner les cultures dans cet ordre chaque année. Exactement. C'est un cycle continu qui permet de maintenir l'équilibre du sol et la santé des plantes. C'est astucieux. Je vais essayer d'appliquer ce principe dans mon potager. Quels sont les autres avantages de la rotation des cultures? La rotation des cultures est une technique simple et efficace pour améliorer la qualité du sol et la santé des plantes. C'est aussi un moyen de lutter contre les maladies et les ravageurs sans utiliser de produits chimiques. C'est donc une pratique écologique et durable qui s'inscrit dans une démarche de jardinage respectueux de l'environnement. Tout à fait. En respectant les cycles naturels et en favorisant la biodiversité, on crée un jardin plus résilient et plus productif. J'aime cette approche holistique du jardinage. On ne se contente pas de planter des légumes, on crée un écosystème en équilibre. Exactement, et c'est cette approche qui nous permet de récolter des légumes savoureux et sains tout en préservant la nature. Les légumes vivaces, c'est d'une révélation. J'imagine déjà mon potager se transformer en un jardin d'abondance qui se renouvelle sans cesse. C'est une image magnifique et c'est tout à fait possible. Il suffit de choisir les bonnes plantes et de leur offrir les conditions dont elles ont besoin pour prospérer. On espère que vous avez trouvé de l'inspiration. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et d'ici là, bon jardinage. Jardin Malin est produit par Germy, spécialiste des kits de semis.